Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai, Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale marquant la fin de la saison 1 de notre podcast. Je vous explique juste après le principe de cette émission, mais d'abord accueillons pour cette fin de saison nos fidèles chroniqueurs. Avec 4 émissions au compteur et notre spécialiste geek et cryptozoologie, veuillez bien accueillir Si C'est Faux. Salut Si C'est Faux. Salut, bonsoir. Salut Si C'est Faux, comment ça va ? Ah bah je suis toute heureuse là. Comment veux-tu que ça aille autrement? Décryptide, Vincent Cassel. On est Eh bien. ben super. Notre deuxième chroniqueur du jour, avec 5 émissions au compteur dans cette saison 1, c'est Trotsky. Salut Trotsky. 5 déjà? Eh ben ouais, 5. Bon, je compte celle d'aujourd'hui, bien sûr, hein, mais oui, voilà. effectivement, 5 émissions déjà. Bonjour à tous. Et attention, avec notre dernière chroniqueuse que je vais vous présenter aujourd'hui, qui expose largement le compteur avec 10 émissions au compteur, veuillez accueillir Adeline. Salut Adeline. Ouais. Bonjour tout le monde. Enfin là, voilà. Tu as gagné. Je sais pas ce que tu as gagné, mais tu as gagné. Bon, je dis pas mon nombre d'émissions à moi, mais... On va dire tout. En tout cas, bienvenue à vous trois pour cette émission. Moi j'en ai 11, ouais, je crois que c'est ça, effectivement. Bah oui, j'en ai Une de loupé plus que qu'une. toi. T'en as loupé qu'une. J'étais malade, j'avais la Covid. Ah là là, en Oh. plus elle avait une bonne excuse. Ah là là. Ouais. Mais en tout cas, c'est super de voir que vous êtes tous aussi fidèles et puis après que vous serez encore tous ici pour la saison 2. Yes. Et ça, on parlera de la Yep. saison 2 un peu plus sur la fin de l'émission. Alors donc, pour cette émission spéciale, le principe est forcément un petit peu changé par rapport aux émissions d'habitude. Tous ensemble, nous n'allons pas discuter d'un, ni de deux, mais bien de 3 films. Ces films ont été soigneusement sélectionnés par nos meilleurs cinéphiles pour garder la crème de la crème. Bon, en vérité, nous avons surtout choisi les films en fonction d'une thématique qui nous parlait. Ceci n'aurait d'ailleurs pas pu, normalement, faire l'objet d'une émission entière. Mais ça, on peut en causer sur certains, peut-être, des films qu'on va discuter ce soir, parce que en les revoyant, finalement, je me suis dit que peut-être un ou deux, en tout cas un, Ouais. qui aurait pu faire l'objet d'une émission en entière. Ouais. Et donc, ce format va nous permettre de questionner un sujet particulier à travers sa représentation au cinéma, de voir comment il est traité en fonction des films, et de voir si on peut en déduire quelque chose sur le sujet, sur son adaptation, ou sur notre propre point de vue. N'étant toujours partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond, toujours à notre convenance. Comme d'habitude, nous aborderons dans son premier temps une partie sans spoil, donc là on va peut-être un peu plus aborder la critique des films, et une deuxième partie où nous discuterons des films dans leur totalité, où nous allons rentrer un peu plus en détail dans l'analyse de la thématique. Bien évidemment, et encore plus pour cette émission spéciale, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité. Nous vous encourageons donc à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Si vous avez aimé cette saison 1 de Cinétique, vous pouvez nous soutenir pour encourager la mise en place d'une saison 2. Pour cela, likez, partagez, tweetez, TikTokez, Instagrammez, Facebookez et commentez cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur la première saison, le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via PayPal ou Helloasso. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement au thème du jour, la bête du Gévaudan.
dit émission spéciale, dit format spécial, étant donné que nous ne pouvions que très difficilement parler de l'aspect historique de la bête du Gévaudan seul, nous accueillons un invité spécialement pour cette occasion. Bienvenue à toi, FL. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et donc, tu es donc un spécialiste de la bête du Gévaudan, d'après ce qu'on m'a dit. Alors, tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc, alors, j'ai un peu syndrome de l'imposteur, donc spécialiste, bon, j'ai du mal à me le dire. Voilà. Un grand passionné, on va dire, qui travaille dessus. Alors, bah, écoutez, moi, c'est je m'appelle François Louis, de mon vrai patronyme. Je fais de la vulgarisation scientifique en paléontologie et en herpétologie sur YouTube, sous la chaîne FL Reptile. Alors, herpétologie, tu peux définir pour le coup? Alors, herpétologie, tout simplement, c'est la science qui s'intéresse aux reptiles et aux amphibiens. Ok, d'accord. Donc, un grand lien avec la bête du Gévaudan, effectivement. Voilà, à première vue, on comprend pas trop. La théorie de l'amphibien tueur, non, je vois très bien. Et sinon, donc moi je suis médiateur scientifique et paléontologue au Muséum départemental du Var. D'accord, ok. Et donc, sur le coup, ça t'est venu d'où un petit peu cette passion de la bête du Gévaudan? À partir de quand tu t'y intéressais? C'est dans le cadre de tes études ou vraiment dans le cadre plutôt personnel? Alors c'est complètement personnel, c'est quand j'avais 8 ans, sur France 3, est passé donc le film de Patrick Wolfson, La bête du Gévaudan, sobrement intitulé. Et mon père, en fait, il m'a dit oh regarde, ça va être génial. J'ai regardé, j'ai eu très peur. Et comme quoi, il en faut vraiment pas beaucoup pour impressionner un gosse de 8 ans. Parce que... Bon, on reviendra après sur le film de Wolfson, mais... Mais du coup, après, en grandissant, j'ai voulu me renseigner sur le sujet, en fait, et la peur, petit à petit, s'est transformée en fascination, en fait. Et donc, j'ai commencé à lire vraiment de plus en plus d'ouvrages, les pages Wikipédia et d'autres sites, etc., regarder des documentaires quand je pouvais. Et en fait, c'est à la fin de mes études en paléontologie, je me suis dit, c'est bien de lire tout ce qui se fait, mais bizarrement, j'ai eu envie d'utiliser les outils méthodologiques que j'ai acquéris du coup durant mon parcours pour en fait réfléchir sur le sujet, me faire mon propre avis et également mieux comprendre aussi la vie des autres. Parce que du coup, j'avais également des outils pour analyser et critiquer les travaux qui étaient déjà sortis sur le sujet, en particulier sur tout ce qui était les aspects autour de la zoologie, en fait. D'accord. Et donc, sur le coup, j'annonce à nos auditeurs qu'à la fin de l'émission, FL va nous annoncer qui était vraiment la bête de Gévaudan, ce que c'était vraiment. Alors, restez vraiment jusqu'à la fin, voilà. Il n'y a que moi qui sais. Il n'y a que Non, FL moi, qui je sait. sais. C'est mon secret. Ben, Vivien. Voilà. Vivien Dans mon sait. prochain livre. Non, c'est faux. C'est ça. On connaît ce genre d'argument. Bon, bah parfait. Alors, on va pouvoir passer maintenant au premier film de cette thématique, c'est-à-dire La bête du Gévaudan d'Yves-André Hubert. Reconnaissez qu'il se passe parfois des choses bien étranges. Et ce sont quelques-uns de ces faits incroyables et fantastiques que vous avez entrepris de nous raconter. Parce que ce sont aussi des histoires vraies. Une sorte de monstre de la taille d'un jeune taureau avec une poitrine formidable. Le tribunal de l'impossible. La bête du Gévaudan est un film de 1967 signé Yves-André Hubert. C'est un téléfilm diffusé à l'époque sur l'ORTF. Ah oui, ça, il n'y a que les plus anciens qui connaissent. Il est issu de la série Le tribunal de l'impossible, où divers sujets étranges ou paranormaux ont été traités, à l'instar de Nostradamus ou du presbytère hanté de Borlée. Comme vous vous en doutez, on y reviendra sans doute un jour dans les émissions à venir. Quoi qu'il en soit, La bête du Gévaudan traite de... La bête du Gévaudan, hein, c'est plutôt pratique comme titre. Ainsi, donc, en 1764, dans le Gévaudan, une mystérieuse créature sanguinaire sème la terreur, dévorant les enfants. La traque est lancée pour capturer la bête. Le roi dépêche une compagnie de dragons, mais les Lozériens se méfient d'eux. Un célèbre chasseur de loups tente aussi de capturer le monstre. Les hommes parviendront-ils à mettre fin à ce fléau ?
Bon, voilà pour le synopsis du film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si c'est faux, peut-être pour commencer. Je crois que toi, tu as plutôt apprécié le film. Oui, mais alors on est entre sceptiques, parlons de biais. J'aime beaucoup ce film parce que ça parle de la bête du Gévaudan. Que quand on est fasciné, voilà. C'est vrai il peut être un peu ennuyant, il est un peu long. Après, moi, j'aime beaucoup le jeu des acteurs et des actrices. En tout cas, si je compare par rapport au Pacte des loups, où je trouve que c'est assez globalement pas toujours très bon, je préfère encore ce vieux film-là. Mais ouais, c'est un film, c'est dommage en fait parce que il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ce film. Et alors donc le jeu des acteurs, certaines phrases, certains comme ça petites punchlines, il y en a pas beaucoup, mais qui sont pas mal. Maintenant je sais plus lesquelles de mes citations sont de quel film. Mince. Nous avions la bête, maintenant nous avons la suspicion et c'est au début du film ça. Nous avions la bête, maintenant nous avons la suspicion et l'envie ou quelque chose comme ça. Celle-là, Ouais. je l'ai notée aussi. Et la calomnie. J'adore. La calomnie. Voilà. Est-ce que c'est dans celui-là? Nous n'avons peut-être pas de preuves, mais nous avons du bon sens. Je sais pas si c'est dans ce film-là. J'espère, parce que sinon, je vais avoir l'air bien bête. Mais si c'est une réplique que j'adore parce que d'habitude, on a tort quand on dit ça, alors que là, ils ont complètement raison. Mais ouais, voilà, il n'y a pas forcément grand-chose de super génial dans ce film que la plupart des gens n'aiment pas pour de bonnes raisons. Mais comme c'est la bête du Gévaudan, voilà, moi, je le regarde avec plaisir sans aucun problème, quoi. Ok, ça marche. Et toi, Troutski, alors pour le coup À contrario, justement, comme moi je suis pas du tout passionné par l'histoire de la bête du Gévaudan, ce film qui est plutôt voilà, assez historique, et il est beaucoup moins divertissant que les deux autres finalement. Du coup, moi je me suis un peu ennuyé. Mais voilà, contrairement à si c'est faux, comme je comprends, si le sujet m'avait passionné, j'aurais trouvé ça kiffant aussi. Mais bon, voilà. Donc, D'accord, ouais, donc c'est en majorité, c'est plutôt parce que le vieux sujet machin, t'intéresse quoi. pas. C'est aussi parce que c'est un vieux machin, faut dire ce qui est, c'est un vieux machin. Ah là là, mais il y a des gens qui aiment bien les vieux machins. Regarde, moi et Adi, Ouais. on aime bien les vieux machins, n'est-ce pas, Adeline? Ah ouais, mais je ne juge personne. Alors, cette phrase sortie de son contexte, encore une fois. C'était tout l'intérêt de dire cette phrase, justement, ça me faisait marrer, mais. Ouais, mais j'aime les vieux machins, surtout des années 20. Donc là, c'est un peu oui. un peu plus récent. Et alors, donc c'est un vieux machin des années 60. Comme vieux machin des années 60, est-ce que t'as bien aimé ou pas? Alors, le film de 67, donc déjà, pour commencer, il faut dire, il y a que 3 films, finalement, sur la bête du Gévaudan, et c'est 3 films français. Donc, cette histoire, elle a fait grand bruit, mais finalement, il y a quand même que 3 films sur le sujet. Donc, finalement, c'est très peu sur un fait divers qui est devenu légendaire. Bon, je trouve que c'est très peu. Et donc, pour le film de 67. Dont 2 films qui sont extrêmement proches d'ailleurs, et puis on en rediscutera après, pour le coup. Ouais. Et aucun avec Depardieu, je tiens à le souligner. Alors, ce film, je l'ai trouvé parfaitement nul. Voilà, les acteurs jouent mal. C'est très théâtral. On sent que il y a pas beaucoup de mouvement. C'est très théâtral, quoi. C'est des scènes à l'intérieur d'une auberge, dans les maisons. C'est très lent. Il y a pas de rythme. Vraiment, c'était une plaie pour moi à regarder ce film. Néanmoins, sur les 3 films, c'est peut-être celui qui respecte le mieux les événements historiques et la chronologie, et peut-être les personnages, l'histoire des tracks et tout ça. Donc, après, de là à dire si je recommande de regarder ce film, absolument pas. Et c'est bien la première fois sur 10 émissions que je dis ça. En gros, Attends, oui, parce que regardez t'étais ce pas la film. Jésus l'enquête, je rappelle. Hein. Non, regardez ce film si juste vous avez envie de voir les films qui ont été faits autour de la bête du Gévaudan. Sinon, je vois pas trop d'intérêt de regarder ce film. Voilà. Peut-être le côté théâtre, justement. Ça bloque un peu, j'ai l'impression, parfois chez les gens. Question, est-ce que le côté théâtre, il vous gêne, vous? Moi, au contraire, j'aime beaucoup ça. Oui.
Parce que Oui, moi pour aussi, moi, ça me ça gêne parce que quand tu fais un film, tu t'attends à être à l'intérieur d'une fiction et pas regarder une pièce de théâtre filmée. Et c'est Mm. là où moi ça me gêne parce que en 1967, on est tellement capable de faire autre chose. C'est un film qui fait très rétro, quoi. On dirait un film des années 40 ou quelque chose comme ça. Alors, je rappelle aussi que c'est un film de la télévision, donc on n'est pas du tout sur un film de Oui, cinéma, donc c'est pas du tout forcément la même c'est aussi vrai. grammaire, la même grammaire au niveau de l'image, quoi, pour le coup, et c'est peut-être aussi pour ça que le film pâtit de certains défauts. Mais j'y reviendrai après. D'abord, laissons notre invité dire ce que lui il pense de ce film-là en tant que spectateur et peut-être aussi en tant qu'historien, on va dire, de la bête, quoi. Toi, FL, donc sur le coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Alors en tant que spectateur, la première fois que je l'ai vu, j'étais Terrifié. plus jeune que maintenant, donc non. J'étais pas terrifié, mais j'étais en mode, ça m'avait pas tant gêné enfin, ça m'avait pas tant gêné que ça, enfin, à part le rythme, c'est la seule chose qui m'avait gêné quand j'étais plus jeune que j'ai vu, le rythme. Parce que c'est vrai que c'était pas facile, hein. Fallait un peu s'accrocher. Hem, Avec le temps, maintenant, ça me gêne moins. Bon, je suis assez laxiste, on va dire. Enfin, voilà, il suffit que j'aime un truc et puis après je suis voilà, je suis prêt à excuser beaucoup de choses à un film, lors du visionnage, voilà, s'il y a un truc qui m'accroche suffisamment. Hem, Après en tant que, voilà, que personne travaillant sur le sujet, c'est le meilleur. C'est le meilleur, du point de vue, voilà, historique et aussi du point de vue qu'il y a la parole est beaucoup donnée, au final à au peuple du Gévaudan, en Oui, fait. je suis C'est-à-dire d'accord avec ça. on n'a pas voilà, enfin, on voit les acteurs, étrangers du pays qui viennent, mais fondamentalement, ce qu'on a le plus, on est très justement dans, voilà, les paysans du Gévaudan, la construction de la tradition orale qui est en train de se faire en même temps que les événements et cetera. Donc ça, c'est enfin, voilà, ça, je trouve que c'est quand même très Ouais. intéressant et puis le point de vue aussi de la bête aussi, hem, c'est le film où la bête, elle a un côté un peu bah, voilà, c'est un peu le requin des dents de la mer, quoi. Enfin, je trouve, dans la Sur le manière début dont sur le début des Dents de la Mer, c'est-à-dire qu'on la voit pas du tout, quoi. voilà, c'est ça. Mmh. Ouais. Mais finalement, c'est un peu comme ça dans tous les films de la Bête du Gévaudan, finalement. C'est qu'au début, on la voit jamais, la bête. C'est tout le principe du film. Enfin, des films sur la Bête du Ouais, Gévaudan. mais dans celui-là, on la voit même à la fin, On la on voit la voit pas, pas quasi. et Ouais, ouais. il joue vraiment, en fait, la carte, elle a vraiment joué à fond et c'est quelque chose que j'aime bien aussi parce que, ben, du coup, ça apporte aussi un petit peu le côté, ceux qui y ont été confrontés, ils l'ont vu, mais par rapport à nous ensuite, nous qu'on a les restes de ces personnes, via du coup la tradition orale ou des sources écrites, on l'a jamais vu et ce film le restitue parfaitement du coup avec le point de vue qu'ils ont sur la bête, Mmh. quoi. Voilà. Ouais, C'est c'est la vrai. bête qu'on ne verra jamais, qu'eux ils verront tout le temps et bon voilà, à nous ensuite de recomposer, avec ce qu'ils nous ont transmis. C'est vrai. Ouais. C'est très Et vous êtes en dehors, vous êtes pas dans le Gévaudan. Vous avez des informations, mais vous verrez pas la bête. Nous, on y est. C'est exactement ça. d'ailleurs, on a le dénouement, on arrive vraiment il y a tout qui se précipite à la fin du film, pendant toutes les j'ai envie de dire, oui, 7, 8 dixièmes, première partie du film, on est près des gens, près de et on voit ce qui se passe avec eux et puis le dénouement arrive vraiment très, très vite. Contrairement aux autres films où Mmh. c'est installé et cetera. Ici, on a vraiment le dénouement sur les 10 dernières minutes du truc. Mm. Et c'est justement ce que je reprochais en fait à ce film-là, c'est qu'en fait je pense pas que c'est un problème de rythme en fait de la base du film, c'est un problème de narration en fait tout simplement. Ouais. C'est parce que le film n'a pas mis en narration en fait des événements historiques et en fait il les a juste racontés les uns au bout des autres en fait. C'est une succession de scénettes qui ont attrait à certains événements autour de la Bête du Gévaudan, avec pas mal aussi de scénettes qui effectivement, comme tu le disais, FL, représentent enfin pour une fois en fait finalement le point de vue des paysans qui sont sur place, qui vivent avec la bête finalement, qui vivent au quotidien avec la bête. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ce qu'apporte le film en plus, ce que n'apportent pas les deux films qu'il y a par la suite. Il y a vraiment cette question-là du point de vue des Lozériens finalement sur les gens qui viennent dans ce pays-là et finalement comment est-ce que eux ils vivent et comment est-ce qu'ils ressentent la bête, qu'est-ce qu'ils en disent. Ça, c'est sans doute le plus intéressant. Après, effectivement, le film échoue en fait à tout simplement être un film en fait tout simplement. Ce n'est pas un film en fait, c'est même pas en fait un épisode de série. C'est
une narration tellement décousue, en fait, que effectivement, je peux parfaitement comprendre que quand on n'est pas intéressé par la bête du Gévaudan, finalement, en fait, on ne s'intéresse pas au film, qu'on ne soit pas pris par le film, parce qu'il n'y a rien qui nous raccroche en fait au film, tout simplement. Et effectivement, en fait, finalement, la fin n'apporte rien de plus. En fait, ne répond à aucune question, puisqu'on ne s'est pas vraiment véritablement posé de questions pendant tout le film, en fait. Qui nous a vraiment mené, quoi. Il n'y a pas véritablement d'enquête. En fait, on subit uniquement cette situation-là, sans véritablement soit fait quelque chose. Ouais, on subit. On subit. Ouais, non, mais j'aime beaucoup. En fait, ouais, pour te rejoindre, moi j'ai du mal à rester vraiment concentré pendant très longtemps sur le même truc. Il faut que je fasse plusieurs trucs en même temps, etc. Et pour te dire, ce film, je crois qu'au bout de 2 heures, j'arrêtais tellement pas de faire autre chose. Je devais revenir 10 minutes en arrière tout le temps parce que putain, j'ai décroché. Et je crois que j'ai mis 3 heures à le regarder, quoi, ce truc, quoi. Quasiment. Ouais, je préviens, avec le film dure pas 3 heures, heureusement. Non, mais voilà, parce que comme je te dis, comme tu disais que c'était une succession d'éléments et que le problème était peut-être justement dans la narration, eh ben moi, comme j'accrochais pas à la narration, chaque fois je décrochais et j'étais obligé de revenir en arrière en me disant merde, j'ai loupé des trucs. Voilà. Oui, et puis on a un problème de caractérisation aussi des personnages, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui viennent et qui vont sans vraiment qu'on sache pourquoi. On ne sait pas pourquoi à un moment on va filmer ici plutôt qu'ailleurs. Il y a pas forcément, il y a quelques personnages, on va dire récurrents, mais globalement, il y a véritablement un manque de construction scénaristique. Et surtout, le film, effectivement, est sans doute le plus représentatif au niveau historique, parce qu'il a cet aspect dénué d'histoire, sans finalement le travail finalement de l'historien qui va donner en fait un sens aussi à ce qu'il voit dans les archives, quoi. C'est-à-dire qu'il va donner des hypothèses, il va mener des hypothèses et il va émettre des théories. Et là, le film ne fait pas du tout ça. Le film ne se met pas du tout en danger là-dessus, quoi. À aucun moment, il n'émet véritablement de théories, etc. Et il n'y répondra d'ailleurs finalement même pas véritablement, en fait. Donc, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Après, comment dire, le film est intéressant sur certains éléments de mise en scène, quand même, hein, tout de même pour défendre un petit peu le film. J'ai bien aimé cette scène au début, alors qui à la fois est extrêmement ridicule, mais peut-être la scène qui m'a le plus marqué, c'est le mec qui tape à côté de la fenêtre, on comprend pas trop pourquoi. Donc là, c'est toute la phase ridicule de la scène. Et après, on a en fait cette image de griffe sur le bord de la fenêtre, et ça marque. Ça, c'est vraiment, il y a une petite pointe d'horreur dans le film qui pointe, et c'est le seul truc vraiment qui, à un moment dans le film, nous donne une petite émotion, alors qu'après, le reste, ça sera vrai, on n'aura pas une seule émotion pendant tout le film, ça va être assez bof, quoi. Si, il y a peut-être l'attaque des gamins par le loup aussi. J'allais te dire, avec Portefaix, on est quand même dans le point de vue carrément de la bête, là. On est au travers de ses yeux, quand même. Cette scène, elle est assez bien faite. Ouais, là encore, il y a une idée de mise en scène qui est sans doute d'ailleurs liée aussi peut-être à la fois à ce que le film veut montrer ou ne veut pas montrer tout simplement, et aussi peut-être aussi au problème aussi sans doute du film qui a à mon avis qui n'a pas un budget non plus illimité, et je trouve que pour un budget sans doute télévisé de l'époque, c'est quand même un truc qui s'en sort pas trop mal, mis à part en fait cet énorme problème de scénario qui fait que ce n'est pas véritablement un film en fait. Donc voilà, en gros, mon ressenti sur celui-là. Même si, à mon sens, c'est pas entre guillemets, le pire film sur la bête du Gévaudan. Est-ce qu'on peut pas parler de docu-fiction, finalement? Ouais, je trouve qu'il y a Il y a un une côté vraiment tentative comme de ça. docu-fiction, quoi. Mais je pense que c'est un peu le principe. Alors, j'ai pas vu les autres, mais je pense que c'est un peu le principe, en fait, des films du tribunal de l'impossible, en fait. De la série du tribunal de l'impossible. Je pense que c'est globalement ça, en fait, cette série-là. Ce qui la rend finalement assez intéressant aussi, parce que ça apporte un point de vue qu'on n'a pas autrement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un truc qui peut-être a du mal à effectivement passionner, à part ceux qui sont déjà passionnés par le truc, quoi. Je voudrais quand même signaler pour les gens que ça intéresse. On est en 62 et dans le film, il y a de mémoire au moins 2 scènes qui durent plusieurs 67. minutes. 62 ou 67? 67, pardon. Donc il y a au moins 2 scénettes où il n'y a que des femmes qui ont plus d'une ligne de dialogue et qui parlent entre elles. Voilà, donc pour celles et ceux qui connaissent. C'est le test, je sais plus comment il s'appelle ce test. Je sais jamais, je retiens pas son nom. Mais il le passe plutôt bien. Voilà, ça fait un autre bon point. Voilà. Après, moi, je me pose souvent la question, est-ce qu'il y a un film qui vraiment va essayer de te présenter les événements du point de vue des locaux, qui vivent ça tous les jours? Est-ce que ça peut être un film à suspense, etc., etc. Je sais pas.
À l'époque, les news, ça allait pas comme maintenant. Voilà, c'était le contexte est aussi très compliqué. Donc, si on veut faire un film vraiment du point de vue des locaux, on peut pas faire un film comme Le Pacte des loups, quoi. C'est juste pas possible. On est hors de la réalité. Par rapport à ce que tu dis, Cissé, Oui. pour moi, l'intérêt de ce film, il réside dans, justement les témoignages soit des rescapés, soit des témoins directs ou indirects. Parce que c'est, la plupart du temps des vraies retranscriptions des témoignages d'époque. Oui. Et du coup, ça, c'est plutôt intéressant. Ça va du côté du documentaire et donc du côté, de l'histoire, quoi. Donc ça, c'est Ouais. intéressant. Complètement, je te rejoins. Après, c'est vrai que sur le jeu théâtral, moi, je trouve que ça passe encore. Je trouve qu'il y a pire au niveau de jeu dans les 3 films qu'on a sélectionnés. Je trouve que là, ça passe. Je trouve que ça va avec l'atmosphère de l'époque, finalement, d'un certain type de jeu à la française, on va dire, de l'époque. Et ça m'a pas choqué plus que ça, en fait. Je peux vous dire mon premier fun fact, de la soirée. Vas-y. Et puis après, on passera au second film. Yes! Alors, fun fact! Pierre Raté Fais un qui joue, jingle. le capitaine, Duhamel. Vous voyez ce personnage? Oui, le capitaine Duhamel, oui. Capitaine Duhamel, vous avez certainement dû reconnaître sa voix puisque, l'acteur Pierre Raté, c'est celui qui double Christopher Lloyd en français, donc le Doc dans Retour vers le Mais c'est futur. ça! Oui. Et énormément d'autres voix, dans des versions françaises comme Monsieur ADN, dans Jurassic Park ou, Ouais. le Joker dans tous les dessins animés de Batman et cetera. Donc Ouais. j'ai trouvé ça assez énorme parce que c'est la première fois que je le vois jouer en tant qu'acteur dans un film et pas juste sa voix. Et ce monsieur est décédé en 2019, donc je trouvais ça, intéressant comme, fait à dire, voilà. Ouais. Et Duhamel est quand même enfin moi je trouve il est excellent quand même dans ce premier film. Il a une part belle, le personnage, il a le temps d'être bien développé et cetera. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un des bons personnages avec, je trouve celui du prêtre aussi est pas trop mal amené. Je trouve que un des pires, c'est peut-être la vieille qui parle vraiment. Alors, je sais plus c'est quoi son nom, je sais même pas si elle a un nom d'ailleurs, hein. Mais ouais, c'est peut-être un des personnages qui est peut-être un des plus théâtraux finalement et un des les plus caricaturaux. Avec, avec le personnage aussi de Jean Chastel aussi, effectivement. En parlant de doublage, est-ce que ça nous ferait pas une transition parfaite vers le deuxième film? Et effectivement, transition Allons-y. toute trouvée. Passons maintenant au second film, enfin au deuxième film de notre sélection, Le Pacte des loups de Christophe Gans. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres éléphiciennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde! Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. On m'a chargé d'en faire le portrait et de la naturaliser sitôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents des couteaux. Si c'était pas un loup, c'était quoi alors? Les gens sont morts. J'entends leurs cris. Quel singulier personnage. C'est mon frère. On voudrait prévenir les auditeurs et les auditrices, faire un trigger warning concernant le Pacte des loups, puisqu'il y a des agressions sexuelles, il y a un tout petit peu d'inceste et beaucoup de violence physique aussi. Donc voilà, si vous êtes un peu sensible au sang, à la violence ou à tout ce qui est agression sexuelle, faites attention à vous. Regardez-le si vous avez envie. Et n'hésitez pas à ne pas le regarder ou à le regarder par partie si c'est un peu compliqué. Le Pacte des loups est un film de cinéma. Ouais, autant le préciser là, parce que c'est vrai que dans notre triptyque de films, il n'y en a qu'un qui est sorti au cinéma, en 2001, coécrit et réalisé par Christophe Gans, un réalisateur français assez peu prolifique, malheureusement selon moi, parce que je pense qu'il a des choses à apporter au cinéma, à qui on doit notamment Silent Hill, la version bien sûr américaine que tout le monde connaît, et La Belle et la Bête de 2014. Alors bien sûr, ce film nous raconte qu'en l'an de grâce 1765, le chevalier Grégoire de Fronsac, naturaliste au jardin du roi, est envoyé en Gévaudan pour brosser le portrait de la bête. Il est accompagné de Mani, un Iroquois ramené de Nouvelle-France, qui est son ami et frère de sang. Alors bien sûr, Le Pacte des loups, c'est un film à super gros budget, c'est ce qu'on pourrait appeler un blockbuster français, puisqu'il a coûté environ 32 millions d'euros et se classe 42e film français le plus cher de l'histoire, sans prendre en compte l'inflation.
La plupart des films qui coûtent plus cher dans la liste ont été réalisés par la suite et non pas avant. Et c'est un film aussi qui va connaître un certain succès avec plus de 5 millions d'entrées en France et 70 millions récoltés à l'international. En outre, on y retrouve un casting absolument fou, mélangeant le sang jeune de l'époque à des têtes bien plus connues. On y retrouve notamment Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Émilie Dequesne, Monica Bellucci, Jérémy Renier, Marc Dacascos, Jean-Yann, Jean-François Stévenin et Philippe Naon. Donc voilà pour ce deuxième film, Pacte des loups, sans doute beaucoup plus connu que le premier qu'on a abordé. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Un Trotsky peut-être pour commencer. Alors, le Pacte des loups, moi, c'est un film que j'avais été voir au cinéma à l'époque. J'étais vraiment tout petit. Enfin, tout petit, non. C'était quoi, 2000? Tu viens de c'était quoi, 2000, tu m'as dit? 2001? 2001, sorti en 2001. 2001. Eh ben 2001, ouais. J'étais en réto, je pense. J'étais allé le voir avec des potes au ciné. Et ça restait un excellent souvenir. Et finalement, moi, je l'avais très peu revu. Euh, et à part les effets spéciaux de la bête, qui ont quand même assez mal vieilli, faut le dire, j'ai trouvé ça excellent, quoi. C'est vraiment, c'est un des premiers films de genre français, j'ai envie de dire, où il y a tout, où il y a du kung-fu. Alors que bon, tu sais bien que les mecs à l'époque, ils se battaient pas comme ça. C'est pas hyper crédible. En plus, le mec, c'est un Indien du nord de la France, enfin du nord de l'Amérique, mais qui se bat comme un ninja. Bon, donc, tu sais bien que bon, ça marche, mais le film il marche, quoi. Et puis les acteurs sont formidables, tous absolument. Bon, à part Emily Dequesne peut-être un petit peu, pour qui c'est son deuxième film, je crois, et elle est plus dans Rosetta, quoi. Oui, elle est peut-être moins sur le même ton de jeu que les autres, en fait, je pense. Ouais. Ce qui fait qu'elle paraît un petit peu en sous-jeu ou un peu effacée contrairement aux autres personnages. Et puis elle est jeune encore, hein, je crois qu'elle a encore 19 ans à l'époque du film, quelque chose comme ça, quoi. Donc, bah oui, forcément, moins d'expérience, surtout que les frères Dardenne l'avaient. Bah, c'était. Enfin, je pense, je vais pas avancer, mais il me semble que c'était pas quelqu'un qui avait fait une école de cinéma, etc. C'est quelqu'un qu'ils avaient pris parce qu'elle collait au personnage. Elle avait joué dans Rosetta, c'est ça? Je sais plus dans quoi elle avait Ouais, joué. c'était le premier film des C'était frères elle, Dardenne, Rosetta. c'était Rosetta. Ouais, c'est ça. Et Ouais, c'est ça. je pense que les frères Dardenne l'avaient prise parce qu'elle collait au personnage en mode casting et de ça, mais que c'était pas forcément quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, forcément, déjà. À cet âge-là, c'est Ouais. bon. Elle est jeune et puis elle arrive sur un plateau. Le casting, c'est digne du MCU, quoi. Ah, mais je crois qu'une des premières scènes qu'ils Voilà. ont tournées, c'est justement la scène où elle est au lit en train de se faire ploter par Vincent Cassel. Donc, pour une petite nana de 19 ans, c'est forcément. Il me semble que. Ah oui, effectivement. Donc, j'oublie ça doit ça doit Le être un trigger peu warning. impressionnant. Voilà. Sachant que bon, le film a été interdit au moins de 12 ans en France et hors Belgique a été autorisé à tout public. Sur le coup, c'est à ça que je vais te dire Trotsky tout à l'heure. Toi, quand tu l'as vu quand tu étais jeune, tu as eu la chance peut-être en Belgique de le voir plus jeune Ouais. qu'en France. Ouais. Et système libéral. Qui c'est qui veut reprendre après Trotsky? Ou si Trotsky, tu veux peut-être continuer si t'avais d'autres trucs à Ouais, dire. je vais peut-être terminer là-dessus, quoi. On parlait d'Emily Dequesne, et du fait que je pense que une des premières scènes qu'elle a tournées, et que son jeu était peut-être un peu décalé par rapport à celui des autres, et qu'une des premières scènes qu'elle a tournées, c'est justement la scène un peu violente avec Vincent Cassel, et que ça explique peut-être le décalage aussi dans son jeu. Voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était pas une scène facile à tourner non plus au vu du making-of Oui. du film, quoi. Oui, parce que Vincent Cassel n'est pas tendre avec elle dans le tournage, on le voit, elle se ramasse bien par terre, elle se fait mal plusieurs fois, elle se tord le poignet, elle se fait mal au genou. Donc, Je suis pas sûr que ce Vincent Cassel qui soit violent, mais en fait c'est une cascade qu'elle doit faire et puis en fait à force de répéter parce que Christophe Gans il attend la bonne prise, sur coup elle fait que de se rafler par terre effectivement, puis ça devient dur à la fin. Et puis même elle d'ailleurs elle se plaint pas, elle veut continuer à non, le bah ouais, faire. elle a la larme aux yeux et elle veut continuer à le faire quand même, donc c'est aussi ça, ouais, quand t'es comédien et que tu Acteur. veux bien faire le truc, bah ouais. Alors, il me semble que par exemple sur des films comme le Titanic, on avait demandé à DiCaprio et à Kate Winslet de tourner d'abord les scènes intimes, parce que après,
On est bien, on est tranquille, c'est bon, on se connaît, on a fait le pire, c'est bon, on peut faire le reste. Voilà. Alors je sais pas si c'est ce qu'ils ont essayé de faire sur la bête du sur le pacte des loups, pardon, mais ça m'étonnerait pas. Après, ça veut pas dire que c'est la meilleure solution pour tout le monde, hein. Oui, bah après ça dépend surtout en fait des plans de tournage, du budget du film. C'est surtout ça en fait qui va surtout faire que, Ouais. en fonction de la disponibilité des lieux, des équipes, etc., etc. C'est surtout ça qui va faire que. Et surtout qu'ils n'ont pas eu facile avec le temps. Ils ont eu de la pluie tout le temps. Ils ont eu voilà. Quand tu regardes justement le making of, ils ont bien galéré avec la météo, quoi. Ouais. Les vents, les bourrasques de vent. C'est ce qui je trouve qu'une fois que tu as vu le making of, ça rend le film encore plus attachant, je trouve personnellement. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y en a qui veulent reprendre après tout ce qui FL peut-être, je sais pas si tu veux. Bah oui, moi j'ai pour le voir, celui-là, ça a été ça a été un peu complexe parce que la première fois que j'ai voulu le voir, c'était ma tante qui l'avait en coffret DVD et qui m'avait dit, bon, j'étais, voilà, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça. Elle m'avait dit: «Ah non, surtout pas, c'est un film de malade, il faut pas le regarder». Ce qui donne encore plus envie de le voir en fait. Ce qui donne encore plus envie de le voir et en fait, du coup, Réactance. voilà, et ce qui s'est passé, c'est que alors, l'année où elle m'a interdit de le regarder, en fait, c'est l'année d'après. En fait, j'ai négocié entre guillemets avec ma cousine. Je lui ai dit: «Écoute, tu peux aller, si tu prends le DVD pour cet été, on se le regarde en Corse». Et donc elle a pris le DVD, puis on s'est fait une petite soirée, ciné, autour, du pacte des loups entre cousins, cousines, et non, c'était fun. Enfin, on avait bien aimé, j'avais bien aimé aussi, et j'avais été surpris, parce que moi, du coup, Christopher Gans, en fait, le nom, je l'avais connu, mais quand j'étais, beaucoup plus petit, en fait, parce qu'il avait, Christopher Gans avait permis la diffusion, en fait, de collections de films de Keiju Ega. D'accord. Notamment des premiers Godzilla, et cetera, et c'est comme ça, moi, en fait, que je l'avais connu parce que, du coup, il y avait son nom sur les, VHS, en fait, vu que c'était lui qui avait qui avait permis la collection à ce qu'elle arrive en France. Et du coup, j'étais en mode, enfin, quand j'avais vu son nom sur le DVD, j'étais en mode, en plus: «Ah, c'est grâce à lui que j'avais découvert le Godzilla japonais et tout». J'étais déjà content avant même de voir le fait que ça parlait de la baie du Gévaudan, et sujet que j'aimais à l'époque, voilà, en tant que petit curieux, quoi. D'accord, OK. Et encore aujourd'hui, ton point de vue sur le film, il a changé ou pas du tout? Ah, pour le côté historique, oui, pour le côté spectateur, ouais, les effets spéciaux de la bête, ça pique. Ça, c'est pas faux. Ça pique, et Samuel C'est Le Bihan, j'ai toujours du mal avec Samuel Le Bihan, quand il quitte son rôle enquêteur et qu'il passe plus dans le côté homme d'action. Je sais pas, Oui. je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, en fait, Et dans on la on parle transformation. de son cosplay de Brevard à la fin, là? Voilà, c'est ça, c'est ça que je trouve, j'ai du mal, je sais pas, ça passe toujours mal. Cosplay raté, s'il vous plaît. Un peu de respect pour les geeks. Ah mais c'est vrai qu'après la scène de fin, d'action de fin, il y a des trucs assez what the fuck, quoi. Je trouve que c'est pas le truc le plus what the fuck de la scène de fin, pour le coup. Mais c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt, je trouve, du Pacte des loups, personnellement. Mmh. Ouais, j'aime Et toujours, bon. voilà, quand même, j'aime toujours. Il y a quand même un attachement, en fait, finalement, au film qui se fait. Après, qui c'est qui veut reprendre? Ne vous battez pas. Non. Alors, Le Pacte des loups, c'est un des premiers films que j'ai eu en DVD quand j'étais ado. Je l'ai vu, énormément de fois, vraiment, c'était un de mes films d'ado, quoi. Donc Ouais. donc je le connais très, très bien ce film, mais là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je l'ai revu, pour l'émission. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, je le trouve un peu kitsch. Il y a des choses qui ont mal vieilli, hein, comme vous, Samuel Le Bihan, Ah, j'ai comme un nous? peu Bah, de mal merci, avec ça fait son plaisir. mais non, comme ce que vous venez Non, de mais dire. Ah! pour savoir qu'on a mal vieilli, quoi, Ouais, Samuel Le Bihan, bon, j'ai du mal, un peu avec son jeu,
Et aussi, déjà ado, j'avais ce problème, c'est la coupe de cheveux. Je trouve que la perruque, ça marche pas et du coup, pendant tout le film, je pense qu'à ça, à ses cheveux. Je me dis: «Ça va pas, ça va pas» et à la fin, bon, avec, les peintures de guerre, vous pensez à Braveheart, moi ça me fait penser à un série Z du dernier des Mohicans, quoi. Oui! Oui, c'est vrai que ça marche aussi. C'est voilà, bon, Bon, hein, déjà, tu regardes Mani et tu dis: «Tu ouais. penses le dernier des Mohicans, quoi». Je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, tu fais le enfin, On vous, je dirait sais une pas, mais moi parodie. ouais, C'est c'est un ça. peu bon, voilà. Mais après, Le Pacte des loups, je pense que c'est logique qu'il ait été réalisé parce qu'il prend à bras-le-corps la légende de la Bête du Gévaudan. Il en fait un film sensationnaliste avec, des grosses scènes de combat. Hem, là, sur les 3 films, c'est le seul qui fait des meurtres de la bête, un moment d'horreur et de cinéma, alors que les 2 autres films évitaient plutôt ça. Donc c'est logique qu'il y ait un film comme ça qui existe, sur la bête, finalement et il y en a qu'un, Mmh. c'est bizarre d'ailleurs. Il aurait dû y en avoir plus parce que c'est ce genre de faits divers, normalement, le cinéma les surexploite mais donc là, finalement, il y a que Le Pacte des loups qui prend ce biais-là, et qui part loin dans les théories, heu, on y reviendra après, mais un peu complot et tout ça. Donc c'est logique qu'il existe, je trouve qu'il est plutôt bien fait quand même. Heu et ouais, moi je retiens surtout les scènes de combat, parce que, Christophe Gans, il a une façon de filmer assez particulière puisque, il est partisan de la multicam. C'est-à-dire qu'il va tourner une scène avec, par exemple, une dizaine de caméras autour et c'est au montage où il choisira les angles qu'il veut garder. Alors qu'en général, on fait, des storyboards et on décide à l'avance, l'angle de prise de vue. Lui, il fait le contraire. Bon, il a été assez critiqué d'ailleurs pour cette façon de faire, mais du Ouais, coup, parce que ça donne des ouais. ça fait des scènes très, très surmontées, en fait. Ce qui est un Ouais, peu c'est aussi ça. un des problèmes de montage du Pacte des loups, en fait. Parce qu'on sent il y a, en plus, en regardant le making-of, on sait qu'il y a des vrais entraînements de combat, etc., qui sont ultra intensifs derrière. Et le problème de cette façon, peut-être, de filmer, alors, ça se voit pas trop encore dans le making-of, je trouve. Je crois que c'est vachement. Dans le making-of, il a l'air beaucoup plus. Axé sur une caméra, j'ai l'impression. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que de toute façon, les scènes d'action sont extrêmement surcutées. C'est un des problèmes du Pacte des loups, je trouve. Mais je trouve que ça donne un côté très vivant. Mmh. C'est évidemment ça pimpe, l'histoire, quoi Mmh. et je Il y trouve a un ça moment assez sympa. mais non, c'était juste pour revenir sur ce que Vivien disait, il y a un moment dans le making of où, il veut absolument qu'une scène de combat soit faite en entier et là, on comprend si du coup, il y a plein de caméras différentes, on comprend pourquoi il veut que cette scène soit tournée en entier et qu'elle soit pas tournée en 2 ou en 3 fois. Moi aussi dans le making of, j'avais l'impression je comprenais pas pourquoi il voulait absolument qu'elle soit faite en une fois, si avec ouais. Mais du coup, s'il y a plusieurs caméras et s'il est adepte du multicam, je comprends vachement mieux, en fait. Voilà, Mmh. c'était juste ça. C'est Alors sa si je dis pas signature. de oui, il me semble que c'est le réalisateur, je crois, je sais pas si c'est au scénario, mais il me semble bien que c'est le réal, qui est un fan de cinéma américain à ce moment-là, qui si je me rappelle bien, hein, ce que j'ai entendu dans les interviews, il regrette un petit peu cette fermeture française au cinéma, enfin, à différents De cinémas, genre. qu'on parle de kung-fu, de genre, et cetera. Il avait envie de ramener ça, quoi. D'où le fait Oui. que, on ait un film, très, très bon, hein, de kung-fu, d'horreur, de KPDP, de western, de genre, d'époque. Heu, peut-être moins bien pour parler de peut-être de La Bête parce que comme disait Aline, voilà, on est dans du sensationnel. Mais voilà, c'est vraiment un mec qui était fasciné de cinéma et qui a voulu ramener tout ça un petit peu en France parce qu'il était un peu frustré que les Français ne le fassent pas. Ouais, on est purement dans un film, à mon sens, on est purement dans un film mythique, quoi, qui mythifie la bête, qui mythifie énormément de choses et qui prend énormément on va dire, de choses, effectivement, comme tu disais, si c'est faux, comme tout le monde l'a dit, en fait, de choses d'autres cinémas, notamment, on l'a dit, pour les scènes de combat, etc., notamment, il prend ça aux scènes de kung-fu, parce que même un entraîneur chinois, hongkongais, je sais plus, qui était là pour entraîner les personnes, donc effectivement, c'est très, très inspiré de ces méthodes-là, même si lui, il a mis le holà pour pas que ça ressemble trop, justement, au kung-fu, pour pas que ça fasse trop, justement,
on va dire, orientalisé. Mais moi, je trouve que c'est un film qui est génial là-dessus, parce que c'est un film qui aborde des sujets à travers la bête. C'est-à-dire que la bête n'est pas en fait son premier sujet, en fait. C'est ce que va raconter, ce que va permettre, en fait, finalement, de raconter la bête. Et il en fait justement un film. Quand je dis mythique, c'est mythique dans le sens où il va reprendre en fait des grands mythes. Je sais pas si on peut dire mythe en fait, mais il va se servir en fait de cette bête-là pour parler de sujets beaucoup plus gros en fait que juste de la bête. Et notamment, il va parler des lumières face aux obscurantistes en fait, de la science face à l'obscurantisme. Il va parler de tous ces sujets-là, de l'avancée des connaissances humaines, des attitudes réactionnaires face à ça. Il va parler à beaucoup plus de choses en fait que uniquement la bête. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et en même temps, il en fait un film extrêmement grand public, extrêmement jouissif au niveau des scènes d'action, au niveau de l'action et au niveau des sensations qu'il procure. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Adeline, on a des scènes qui nous procurent une vraie sensation d'horreur, une vraie sensation de dégoût et puis d'effroi, quoi. C'est vrai que les premiers meurtres, moi, je me rappelle de cette femme qui se fait balancer sur le rocher, mais moi, c'est quand la première fois que j'ai vu, c'est à ça que je pensais, quoi. C'est cette image-là qui m'est toujours restée du Pacte des loups, c'est cette femme qui se fait balancer à travers un caillou, même si aujourd'hui, on peut trouver ça peut-être un petit peu too much, mais finalement, ça a vachement marqué, quoi. Et ça, c'est un truc qui marche encore vachement bien. Ou pareil, le deuxième meurtre, moi aussi, qui m'a beaucoup marqué, c'est dans cette mare, juste en dessous d'un arbre, totalement issu d'un film de Tim Burton. Enfin, il y a des décors qui sont ouf, il y a enfin, toute la DA est ouf, en fait. Et ça, c'est un truc sur les films français, on n'a pas souvent l'occasion de le dire, malheureusement. Et là, c'est vrai que sur ce film-là, il y a eu un travail immense qui a été fait par des équipes qui sont assez dingues. Au niveau des décors, on passe quand même de châteaux à des forêts limite hantées, à des sous-sols, etc., qui sont tous extrêmement bien habités, qui sont tous extrêmement bien décorés et qui font pas factice pas une seule fois factice. Et là, en fait, où le film pêche, à mon sens, effectivement, c'est qu'on l'a dit, donc sur certains trucs un petit peu too much, mais ça vient pas tant des scènes que de la mise en scène, finalement, de Gans, qui, je pense, dans les années 2000, était assez novatrice, mais qui aujourd'hui souffre en fait d'un peu de son aspect vieillot, quoi. Et notamment, il y a tous ces trucs sur les ralentis qui sont juste indigestes au début du film. C'est juste pas possible que les scènes de course où il y a des ralentis, puis des arrêts sur image, puis on reprend l'action. Enfin, ça, c'est absolument atroce au niveau de la mise en scène aujourd'hui. C'est plus soutenable, quoi. Des split screen aussi, un peu. Ah, je me rappelle plus des split screen. Attends, j'ai pas vu ça. Ou des surimpressions plutôt, on devrait dire. Ah, peut-être des Genre surimpressions, ouais. la tête de Manny avec en arrière-plan les loups, les machins, les trucs comme ça. Et Il y en a un qui est génial. Il y en a une qui est géniale de transition comme ça, c'est celle sur le corps de Monica Bellucci. Oui, celui-là, par contre, est vachement bien fait. Sur la montagne. Qui se transforme en deux collines, avec les deux seins qui se transforment en deux collines. Celui-là, je me suis dit, mais what? Ouais, mais encore celui-là, il passe encore aujourd'hui. Je trouve que. Non, bah oui, non, mais quelle idée, quoi. Enfin, ça se fait plus, quoi. Mais si on réfléchit bien, finalement. Ah, pardon, t'avais pas fini. Non, mais vas-y, si tu veux reprendre sur la mise en scène. Non, je suis en train de penser que finalement, le film de 67 et le Pacte des loups, c'est les deux opposés, vraiment. C'est-à-dire que le premier axe sur les victimes, sur les témoignages. Sur la réalité. Sur un truc hyper factuel. Ouais, voilà. Et finalement, le Pacte des loups, les victimes sont totalement anonymes, mais totalement. On voit les meurtres et puis presque on les oublie. Et se concentre sur les hautes sphères, donc les gens de pouvoir, les paysans sont des figurants, vraiment. Là, dans ce film, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Alors que dans le film de 67, on sait les gens, fils de qui, est mort, etc., de quelle manière. Ouais, et puis Là, en 67, c'est majoritairement différent. des enfants. Dans ce film de 67, c'est majoritairement des enfants. Et dans le Pacte des loups, c'est majoritairement des jeunes femmes. Ce qui n'est pas exactement la même chose sur comment c'est axé au niveau des victimes. Ah bah parce qu'ils ne suivent pas trop la même théorie, finalement. Oui, mais Enfin, effectivement, c'est pour appuyer effectivement ce que tu dis pour le coup. Mais d'autant qu'en gros, bon, il y a eu peut-être des périodes un peu plus axées enfants ou femmes, je me rappelle plus exactement, mais si on regarde sur l'ensemble des victimes, on a un bon 50-50 hommes-femmes. Il me semble, faudrait demander à Reptile de confirmer, mais
semble que Ouais. globalement, sur l'entièreté de la période, il y a pas plus de femmes et d'enfants qu'autre chose. Alors en fait, c'est ça, hein, sur le sexe, des, personnes agressées, tout âge confondu, on est sur du 50-50. Après, si on met de côté, on va dire les enfants, qu'on va s'intéresser qu'aux adultes, là où va y avoir une différence et c'est certainement ça qui a été, mal interprété, c'est qu'en fait, le taux de mortalité chez les adultes, il est beaucoup plus élevé du côté des femmes. Ouais, Et d'accord. Ouais, c'est c'est je souvent ce qui est dit, ça, hein. ça a été du coup mal interprété, souvent en les femmes ont été plus attaquées. Ouais. Parce qu'on Voilà. oublie souvent les enfants, en fait, bah, dans Oui, les les films. enfants, c'est le plus. De toute façon, les enfants, c'est le plus de victimes, environ les 3/4 des victimes, ce sont des enfants, de jeunes enfants, donc pour les plus vieux qui vont avoir, 15-16-18, voilà. Est-ce qu'on a Parce une idée qu'ils du c'est eux nombre qui sortent les total mots. pardon, est-ce qu'on a une idée du nombre total de victimes? Bah, en fait, c'est ça le problème avec cette affaire et c'est là où les films peuvent, entre guillemets, «jouer dessus». C'est une liberté que pourront avoir les scénaristes. Il y a pas de consensus, il y a pas de liste, finale. C'est ça le truc, c'est que rapidement, selon l'auteur qu'on va lire et selon les sources qu'il va prendre en compte, le chiffre est rapidement variable. Mais on va dire que pour la Bête du Gévaudan, allez, on peut tourner j'ai envie enfin, je sais pas si je garde ça pour la deuxième partie, Ouais, non, tu peux le dire là, mais enfin, je crois moi, j'avais vu entre 80 et 120 à peu près victimes. C'était dans cet ordre-là que j'avais vu, hein. c'est voilà, c'est ce qu'on compte à peu près, voilà. C'est classiquement le chiffre qui est retenu quand on se base, on va dire, sur, des, sources fiables et en plus de ça, c'est des victimes où, on a pu croiser des sources différentes et on les a retrouvées. Mmh. Alors que parce que c'est vrai qu'il y a des victimes, par exemple, qui n'ont été mentionnées, que dans la presse, dans les gazettes d'époque, par exemple, comme la Gazette de France ou Courrier d'Avignon et ça, c'est un peu gênant quand on nous dit, voilà, sans nom, sans rien, un enfant de 8 ans, par exemple, mais qu'on à tel endroit, mais qu'ensuite après on n'en trouve pas la trace dans les registres. Mmh. On se doute que Mmh. voilà, sans compter que la presse, on le sait et ça aussi, alors là, les films, il y en a un de film qui joue particulièrement du coup sur cette image de la presse de l'époque. Elle a exagéré beaucoup de choses. Elle a véhiculé une fausse idée de beaucoup de fausses idées plutôt, des faits, au moment même où les faits se passaient en fait. Ce qui faisait que les gens dans le reste de la France qui entendaient parler de la bête, c'était absolument pas l'image n'était pas un bon reflet de ce qui était vécu par les paysans du Gévaudan au moment des attaques. Mmh. Bon, Fort après on heureusement, en nous sommes, maintenant en 2022 et les journaux font du bon travail. Mais on en reparlera un petit peu plus longuement sans doute dans la partie 2. Juste pour finir peut-être sur le Pacte des loups, avant peut-être de passer au troisième film de notre corpus. Je voulais aller dans le sens, donc sur coup, je listais un petit peu les défauts du film, et pour le coup, effectivement, dans les défauts du film, il y a les effets spéciaux qui sont... Enfin, quand on dit les effets en fait numériques du film, certains effets numériques qui sont complètement loupés, en fait, notamment ceux de la bête, en fait, qui aujourd'hui ont complètement vieilli. Et qui sont maintenant, enfin, qui font tache à l'œil, quoi. Ça fait mal à regarder. Alors qu'il y a beaucoup d'effets qui ont été glissés un peu dans des plans un peu à droite à gauche, qui eux passent très très bien. Mais c'est vrai que sur le traitement de la bête, à part quand la bête vraiment apparaît, quand c'est l'animatronique qui apparaît et qui là, sur coup, ça, encore aujourd'hui, ça marche bien. Les effets spéciaux numériques ont vraiment du mal à vieillir, quoi. Et donc là, c'est un des autres défauts du film. Mais globalement, enfin, moi, c'est Le Pacte des loups, pour moi, le meilleur film qui a été fait sur la baie du Gévaudan d'un point de vue cinématographique, quoi. Il n'y a pas à dire. Et l'envie de Christophe Gans, justement, de faire du cinéma de genre français à gros budget, c'était quand même pas super gagné d'avance, quoi. Il a peut-être que quelques réalisateurs qui osent faire ça, notamment Jean-Luc Besson, quoi. Et c'est toujours assez mal accueilli. Et là, pour le coup, le sien était plutôt pas trop mal accueilli, même si encore aujourd'hui, le film fait débat sur sa véritable qualité cinématographique. Mais moi, je pense qu'on peut être... Enfin, moi, je suis extrêmement content d'avoir des réalisateurs qui poussent des projets comme ça pour faire un peu évoluer le cinéma en France, quoi. Parce qu'on sent qu'après, bah, ça va influencer d'autres réalisateurs qui tentent d'autres trucs et que c'est grâce à eux, en fait, qu'on arrive à se permettre certaines choses, quoi.
Et donc, espérons un jour un vrai cinéma de genre français qui reprendra la bête et qui font un vrai bon cinéma d'horreur avec ça, quoi. Parce qu'il y a vraiment, comme tu dis, il y a vraiment matière à faire beaucoup de choses. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe peut-être. De quoi? Ah, vas-y, si c'est. Non, mais je pensais que tu avais dit ce que tu voulais dire, mais vas-y, si tu veux terminer. J'ai surtout pas donné mon avis sur le film, je crois. Enfin, j'ai dit Mais des si, trucs. j'ai entendu le dire après un peu tout à l'heure. Je pensais que tu l'avais dit, mais vas-y. Elle a réagi à un autre truc qu'on avait dit, je pense. Mais... Ouais, j'ai réagi. Vas-y, si c'est. Donne ton Non, avis. mais après, mon avis, on Excuse-moi. s'en fout, hein, c'est pas grave. Hein. Non, du tout, on s'en fout pas du tout. C'est juste. Je plaisante. Non, ouais, du coup, le Pacte des loups, moi, c'est un des premiers films qui m'a marqué pendant l'adolescence. C'est le tout premier DVD. Qui c'est qui a parlé de premier DVD? C'est le tout premier DVD que je me suis acheté Alors, vous avez tous parlé de premier DVD. Alors, moi, je veux juste préciser un truc, c'est que moi, la première fois que j'ai vu le Pacte des loups, c'était en cassette VHS. Voilà. Voilà, ouais. J'avais des Où est-ce que c'est une parents cassette? assez. Oh, tu me mets le doute. J'avais des parents qui voulaient pas passer au DVD, ils sont restés à la cassette pendant assez longtemps, et puis finalement ils se sont dit un jour on va peut-être passer au DVD quand même. Mais Voilà. tu me mets le doute maintenant, parce que je me rappelle très clairement avoir acheté ça dans un petit tabac presse dans mon village, dans l'est de la France là-bas. C'était la fête des pères ou l'anniversaire de mon père, je sais plus, j'avais encore rien acheté. Je vois le film et je me dis: «Ça, c'est le genre de truc qu'avec mon père on aimerait kiffer». Enfin, je vois le film, je vois la cassette ou le DVD, je sais plus maintenant. Et je vais rentrer avec ça à la maison, je vais regarder ça avec mon père, tout excité. Mon père et moi, on aime bien regarder des trucs un peu flippants et tout. Puis je vais me prendre que des claques, en fait. Je crois que c'est toi, Vivien, qui disais c'est un film pour grand public. Je sais pas. Si on est un peu sensible comme moi, je suis pas sûre, parce que moi, je suis ressortie du film, déjà le début du film me choque, je trouve ça assez violent. Mais bon, encore une fois, je suis très sensible. Je vais voir un mélange de tout ce que j'aime au cinéma et que je vois jamais en France, hein, on le redit, hein, kung-fu, horreur, KPP, western, genre époque, et je suis sûre qu'on en oublie. Il y a beaucoup de choses dedans. Et surtout, ça va être le film qui, moi, va tout déclencher, en fait. C'est-à-dire qu'après La Bête du Gévaudan, je vais aller faire quelques petites recherches et puis je vais tout de suite être fascinée. Et derrière, je vais découvrir Nessie, et vous savez mon amour pour Nessie. Et voilà, moi, il y a un seul truc vraiment qui. Enfin, il y a beaucoup enfin, il y a beaucoup. C'est vrai, vous êtes toujours là? Ouais. Oui, on est toujours là, on t'écoute en fait, religieusement. Du coup, c'est vraiment le film déclencheur pour moi par rapport au Cryptide. Hein. À ce moment-là, je sais pas trop ce que c'est. Je vais faire quelques recherches sur La Bête du Gévaudan. Je vais découvrir qu'il y a d'autres histoires sur d'autres. Je vais en arriver assez rapidement à Nessie, et vous savez l'amour que j'ai pour Nessie. Il y a pas mal de critiques à faire au niveau des films. Vous les avez déjà faites, je vais pas revenir dessus. Moi, il y a juste vraiment un truc qui me gêne, c'est la première moitié du film, c'est le ton du film. Je trouve ça assez dingue parce qu'en France, on est plutôt fanat de théâtre, on en fait beaucoup, on en regarde pas mal. Mais dès qu'on essaye de théâtraliser un petit peu à la télévision, je trouve que ça passe mal. Je trouve que le ton est pas assez assumé théâtre, et du coup, moi, je sais pas où je suis, ça m'embête. Un peu comme vous, en fait, avec le premier film de 67. Mais après, plus ça va, plus c'est excellent. Cassel est incroyable. Je sais plus qui joue Manny, mais il est incroyable. Même Marc si Dacascos. voilà, un de mes chouchous. Et voilà, mais en tout cas, moi, c'est clairement un film qui m'a marquée parce que, voilà, c'était un cadeau fait à mon père, parce que c'était le premier Cryptide et tout ce qui va derrière, parce que je découvre Vincent Cassel et je n'ai jamais ensuite arrêté de toujours découvrir Vincent Cassel, qui je trouve est toujours très, très bon en méchant. Bon, ce qui est génial avec Vincent Cassel, c'est oui. que même en gentil, il est flippant. Non, mais en méchant, il est merveilleux. Il y a des gens comme ça, quand ils jouent les psychopathes, ils sont Ouais. tellement bons, quoi. Ouais. Tom Hiddleston, Alan Rickman, qui nous manque. Tu nous manques, Alan. Allez, Reviens-nous. Anthony Hopkins. Anthony Anthony Hopkins, quoi. Mais il est encore vivant, lui. Il nous manque pas, allez, hein. Rassurez-moi. Ah oui, il est encore vivant. D'accord. Defoe, Willem Willem Dafoe. Dafoe. Ouais. Oh là là, excellent aussi, ouais. Clair. Bon. Mais ouais, il y a le côté théâtralisation pas assumé jusqu'au bout au début qui me gêne. Voilà. Si vous voulez un très très bon exemple de théâtralisation à la télé, je vous conseille l'épisode 1 de la série Loki. Parce que vous avez un acteur, Tom Hiddleston, qui vient vraiment du théâtre, et les meilleures écoles de théâtre en Angleterre. Hein. Et là, vous avez quelque chose qui fonctionne vraiment.
Voilà. Dans les films français, je trouve qu'ils sont toujours à côté. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui me gêne en gros dans tous les films français, quoi. C'est ce côté, on va essayer de théâtraliser, mais on le fait pas bien. Et le ton, du coup, je le trouve assez moyen au début du film, en tout cas. Ah, moi, je trouve que le début du film est mythique, moi, pour le coup. Ah oui, Les non, mais premières... juste le ton, Ouais, c'est tout. juste le ton, ouais. Et je trouve que l'ouverture du film est assez dingue. Alors, il y a cette scène avec la Révolution qui, finalement, c'est pas celle qui marque le plus, mais la première attaque est dingue. Et ensuite, l'arrivée de Manny et de l'enquêteur en Gévaudan avec de Fronsac, ça. Et quand ils arrivent et puis qui tatanent les soldats, là, cette scène-là, elle est ouf, quoi. Et en tant que scène d'introduction de personnage, c'est dingue, quoi. Ça marche vraiment du tonnerre, quoi. Et pour le coup, c'est pas très théâtral. C'est justement, effectivement, c'est très cinématographique et c'est pas très théâtral. Et c'est ça, justement, que moi j'aime bien dans le Pacte des Loups, pour le coup, qui va être beaucoup plus cinématographique que les deux autres films dont on va traiter, enfin, dont on a traité et dont on va traiter maintenant. Ça me permet de faire. Ouais, vas-y. J'avais une super transition. On allait faire la transition. Elle était trop bien. Juste, je trouve que c'est le ton qui est théâtralisé, hein, dans la façon dont ils parlent les acteurs. Hein. D'accord, ok. Je parle que de ça. Hein. Voilà. Le ton qui est pas très très juste. La moitié du début du film. Après, ils sont tous parfaits. Surtout Vincent, qu'on embrasse, parce qu'on l'adore. Ouais, c'était juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Vivien, parce que en fait, ce film est devenu culte aussi par ces deux personnages, donc Manny et De Fronsac, qui sont en gros plan sur l'affiche du film, et on peut les reconnaître à leur costume. N'importe qui fait un cosplay de Fronsac, on va reconnaître le Pacte des Loups, quoi. Et ça, c'est quand même assez symbolique de la réussite aussi de ce film à créer des vrais personnages. Ces deux-là sont réussis. Avec les tricornes, la pluie, les redingotes, non, comment ça s'appelle, je ne sais pas. Les grands manteaux. Et ça, c'est mythique. C'est devenu. Il y a un petit côté Highlander avec les grands manteaux et tout, qui marche pas mal aussi. Ça... Le truc devant le nez aussi, hein, surtout. Ouais, parce que le tricorne, c'est d'époque, le manteau, c'est d'époque, mais il y a le côté masque devant le nez, quoi, qui fait tout, en fait. Ouais. Alors ouais, si vous voulez une fun fact, ils ont pris que, alors avec la recherche sur la costumière, ils ont pris que des habits d'époque, mais des habits d'époque qui pourraient être portés aujourd'hui, en fait, qui font pas trop tâche. Et c'est pour ça que le film fait très moderne, en fait, dans ces costumes, alors que c'est des costumes d'époque. Donc ils ont pris que des matières assez nobles, comme le cuir, etc., qui marchent encore, qui sont des matières qui marchent encore bien aujourd'hui. Et leur but, c'était de dire, est-ce que ce vêtement-là, quelqu'un pourrait le porter aujourd'hui? Et je pense que ça rend aussi le film assez classe par rapport à ça. Ça marche pas mal sur cet aspect-là. D'où le César des meilleurs costumes. Ah ouais, non mais il le méritait clairement. Bien vu. Ouais. Clairement mérité. Alors en passant de César des meilleurs costumes, maintenant qu'on a bien baisé la première transition, la deuxième elle est bien pourrie. Parce qu'effectivement celui-là il ne méritait pas un César des meilleurs costumes. Nous passons au dernier film de notre corpus, La Bête du Gévaudan de Patrick Wolfson. Que se passe-t-il? La bête a encore tué. Oui, je suis médecin. Le diable. Je suis homme de science, pas de superstition. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un loup ridiculise notre royaume. Quelqu'un utilise la terreur qu'ils inspirent pour maquiller ses propres crimes. Un homme? Vous blasphémez. À qui pensez-vous? Alors, La Bête du Gévaudan, c'est un téléfilm réalisé par Patrick Wolfson, diffusé pour la première fois en janvier 2003. Il est produit notamment par la RTBF, Arte et TV5 Monde. Nous devons le scénario à Brigitte Peskin et Daniel Vigne. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose, mes chers chroniqueurs? Daniel Vigne? Oui, mais je sais... Daniel Vigne, attends. Eh oui, hein, ça dit quelque chose. C'est le réalisateur. Eh ben oui, c'est le réalisateur du Retour de Martin Guerre, qu'on a traité dans la 7e émission de la saison. Au passage, partagez, likez, commentez, etc. Mais oui, effectivement, on a déjà traité de Daniel Vigne dans cette émission, et donc il a participé au scénario de ce film. Ok. Alors, La Bête du Gévaudan est sortie peu de temps après le Pacte des Loups, et a le bon goût de nous sortir un scénario original que voici. Donc, en Lozère, en 1767, plusieurs femmes et enfants ont été retrouvés morts, dépecés par un mystérieux animal. Pierre Rampal, un médecin, arrive au village de Saugues. Des battues se mettent alors en place, mais les meurtres continuent. Pierre Rampal tente de comprendre quelle bête est à l'origine de cette terrible meurtre.
toute ressemblance avec un autre film serait bien fait, parfaitement fortuite. On retrouve ici Jean-François Stévenin, déjà vu dans le Pacte des loups, mais aussi son fils dans le rôle principal, Sagamore Stévenin. Ou Stévenon, ouais, je me suis peut-être fait une erreur ici. Stévenin, ouais, j'ai mis Stévenon, je sais pas pourquoi. Non, c'est la famille Stévenin, ils sont tous comédiens. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on y croise aussi Guillaume Gallienne qui commence à cette époque-là à se faire De la à se faire comédie connaître. française. Il faut dire Guillaume Gallienne de la comédie française. De la comédie Oui, française. mais t'inquiète pas, je pense qu'avec le jeu des acteurs, on va avoir le choix de le dire de la comédie française parce que On est obligé de le dire à chaque fois. À chaque fois, quand on dit Guillaume Gallienne, on est obligé de dire de la comédie française. C'est obligé, c'est une obligation. On peut dire de la CF, ça marche. Bah moi, je propose à Eiffel de commencer sur ce film, puisque c'est ce film-là qui t'a donné envie de travailler sur la bête et que tu as découvert en premier. Alors, entre ton premier visionnage et ton visage aujourd'hui, qu'est-ce qui a bien pu changer? J'ai plus peur. Mais alors, ce qui a beaucoup changé, en fait, c'est que, bah, autant justement avant le film m'impressionnait, autant maintenant, je sais pas, j'ai l'impression de voir un téléfilm, c'est un peu le téléfilm de France Télévisions, quoi, voilà. Ah bah, il y a pas France Télévisions, mais c'est bien un téléfilm. Non, mais ouais, dans l'idée, c'est ça, c'est voilà, c'est le petit polar français, là, comme on a souvent, là. Alors attention, c'est la RTBF. Alors on dit français, mais bon, la RTBF, Ouais, c'est belge. Hein. voilà. Enfin, en termes de ressenti, voilà. C'est vraiment le ressenti que j'ai, voilà. C'est le petit polar télévisuel. En fait, voilà, il y aurait pas le cadre, en fait, même Bête du Gévaudan, C'était pareil. ça me fait un peu du pareil au même, en tant que spectateur pur. En termes historiques, il y a des trucs qui sont bien intéressants quand même. Et franchement, la thèse qui est démontrée, hein, je m'y attendais pas. Et avec du recul, c'est assez intéressant parce que si on fait une chronologie justement des différentes thèses de la bête, dans ce film, ils sont allés récupérer une thèse qui est plus ancienne que celle proposée dans le Pacte des loups. Alors que il a été fait après. Et c'est pas anodin, notamment quand, on sait qu'au fait, au moment où ils l'ont tourné, par rapport aux différents auteurs qui ont écrit sur le sujet, ils ont quand même pris une thèse qui était en désuétude. Déjà à ce moment-là. Encore plus maintenant. Mais on en reparlera un peu plus après. Mais je pense que c'est un des gros points positifs du film, cette thèse en fait, qu'avance ce film. Je trouve que c'est un des gros points positifs du film qui, moi, à l'époque, m'avait justement beaucoup intéressé la première fois que j'ai vu ce film-là. Et justement, quand j'étais un peu plus jeune, voilà, que je recherchais un peu plus des films entre guillemets qui disaient la vérité. En fait, on avait beaucoup plus tendance finalement à croire à cette thèse-là, donc de la Bête du Gévaudan, parce que dans la manière de filmer, etc., un peu plus, on va dire, naturaliste que le Pacte des loups, il y avait quelque chose de bien plus intéressant finalement que dans le Pacte des loups, qui pour le coup était vraiment très, comme on l'a dit, hein, qui se revendique de ne pas suivre l'histoire de la bête, mais qui revendique de faire du grand spectacle. À l'époque, moi, ça m'intéressait beaucoup. Et là, en voyant les deux films, il n'y a pas à dire, le Pacte des loups, c'est mythique, c'est grand, c'est beau, même malgré tous ses défauts. Mais alors, la Bête du Gévaudan, qu'est-ce que c'est mauvais, quoi. Alors autant, moi, je trouve vraiment que c'est le pire des trois films qu'on a dû voir, quoi. C'est extrêmement mal joué, c'est extrêmement mal filmé, c'est extrêmement mal scénarisé. Ah, je pense que le jeu des acteurs, c'est le pire, quoi. Alors là, on parlait de jeu théâtral tout à l'heure. Pardon, il y a des moments où on a même dû redoubler les acteurs. Bah ouais, ça je savais pas, tu vois. Ah, ça se voit à 1000%. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe, mais enfin c'est tellement, enfin de toute façon, moi je mettais surtout sur la diction, c'est mauvais, mais c'est comme, ouais, c'est théâtral au possible, quoi, et c'est vraiment ce qu'on fait de plus mauvais dans le téléfilm français, quoi. C'est assez incroyable. Et en plus de ça, il y a tout un manque de diversité de décors assez incroyable. Enfin, on retourne toujours sur les mêmes décors, alors que le Gévaudan, quand même, c'est beau. Là, on n'a pas l'impression de voir quelque chose de beau, quoi. On est vraiment cloîtré dans des petits décors vraiment insignifiants. Et pour parler peut-être d'autres choses, j'ai un peu perdu ce que je voulais dire malheureusement. Mais voilà, c'est un film que
qui est vraiment, qui est vraiment mauvais en fait, malheureusement, auquel j'avais un bon souvenir, et en le revoyant, je me dis non, c'est vraiment c'est pas une purge non plus, quoi. Faut peut-être pas déconner, mais c'est vraiment pas très agréable à regarder, quoi. Si, voilà, il y a un énorme manque de budget, c'est-à-dire que pour un film aussi qui se veut, hein, comme tu disais, FL, un peu, peut-être qui pouvait faire peur, etc. On a quand même aucune scène de nuit, quoi. Aucune scène de nuit, et Il y en la a terreur une. pendant le jour, ça fonctionne pas du tout. Ah, il y en a une, je me rappelle même plus, tu vois. Est-ce Il y que en tu a, sais, il y en a, est-ce il que y en tu a sais le une. problème que c'est de tourner de nuit, hein? Est-ce que t'as déjà tenu une caméra dans tes mains? Bon, voilà. Ah, Ouais, par mais j'ai jamais contre, eu le budget du film dans les mains, quoi. Mais non, c'est juste. il y Alors oui, c'est a, laquelle la scène de nuit? Vas-y. ben, en fait, c'est justement, c'est une servante là dans l'auberge là où Pierre Rampal il vit. Donc, c'est lorsqu'elle rentre en fait chez elle en quittant l'auberge la nuit toute seule, elle se fait attaquer en fait hors des bois. Ah oui, peut-être bien, ouais. Non, mais il n'y a pas la scène aussi où il fait cramer. Je me L'autre, si, l'autre, il fait cramer son truc, c'est même pas pendant la nuit, c'est pendant la tombée du jour, je crois. Ouais, mais ça c'est ouais, ça c'est autre chose. Après psychologiquement, je trouve quand même ils ont réussi certaines scènes. Enfin, Mmh. c'est pas un trigger warning, je pense, à mettre autant que Le Pacte des loups, c'est clair. Mais, enfin, je veux dire, voilà, quand, par La exemple, scène de révélation, tu veux dire? même avant en fait, même, oui, même avant ça, c'est, dès le moment où, c'est ça, enfin, dès le moment où sans trop spoiler, mais où le médecin, il comprend un peu plus ce qui se passe et notamment, la première victime au tout début du film, le petit Jacou, le petit enfant, Mmh. il disait, «Qu'est-ce que c'est cette substance blanche, en fait?» Et justement, quand après il peut analyser le cadavre de la servante, il comprend c'est quoi, en fait, ce blanc qu'il avait le garçon autour des lèvres. Ouais. Ah non, Ah, mais tu en vu fait. ça comme ça, toi? C'est marrant parce que moi, je l'ai pas vu. Mais c'est J'ai celui-là, en vu 2 fait. substances blanches, tu vois? Et oui, mais en fait, c'est celle-là. Parce qu'en fait, comme il le dit, alors du coup, enfin, je lance le spoil ou pas? Ah oui, effectivement. Non, non, faut pas spoiler dans cette partie-là, on spoil dans la Mince, bon, deuxième. ben, non. Enfin, voilà, enfin, pour vous qui l'avez vu sans spoiler, du coup, en fait, voilà, la substance blanche qui est trouvée sur la servante, qui n'est certes pas Jeanne. autour, voilà, de Jeanne, qui n'est certes pas autour de sa bouche, c'est la même que celle de Jacou. Ah ouais, OK, j'avais même moi je pas fait le n'avais pas rapprochement compris non plus. ça, j'avais pas Bah, parce compris qu'en ça. fait, elles ont il conclut que c'est le même agresseur, parce que lorsqu'il va en fait, c'est ça C'est le vrai, truc. c'est vrai. Lorsqu'il va sur la scène de crime de Jacou, il récolte des poils très hauts. Alors que lorsqu'il va sur la scène de crime de la fillette, qui se fait sauver d'un paysan, là, il récolte des poils qui sont très bas. Donc il comprend les Mmh. différences d'agresseurs. Et donc Jacou, on comprend que c'est le même agresseur que la femme, puisque les poils, ils sont hauts qu'il récolte. Mmh. Ah, OK. Parce ah, c'est que con parce que c'est ce il qui y a sauve des le bonnes film, idées, hein. mais il y a des bonnes idées. En fait, c'est un film qui aurait pu Eh être oui. un grand. C'est un film qui aurait pu être un très grand film parce que bah, ce qu'il Mmh. développe, Mmh. les personnages qu'il peut mettre en avant, si, ça aurait pu être très grand, sauf que la mise en scène ne suit pas du tout, quoi, malheureusement, quoi. Ça aurait été un film qui aurait été mis en scène par vraiment un vrai réalisateur avec un vrai budget et diffusé au cinéma, ça aurait été tout autre chose. Et je pense qu'il y a énormément en fait, de potentiel qui n'a pas du tout été exploité, malheureusement. Je sais pas, Ouais, c'est si c'est, vas-y, si tu veux continuer. ouais, bon, bah, si tu veux, alors moi, si vous voulez, j'ai un conseil. Si vous voulez regarder ce film sans vous ennuyer, ça marchera pas pour tout le monde, c'est de faire comme moi et de tomber amoureuse de Pierre. C'est lequel, Pierre? Rampal. Bah, docteur, Rampal, Ah oui, le le beau docteur. médecin. Voilà. Ah, la première fois que je vois le film, moi tout de suite j'ai un crush, voilà, donc ça aide. Et moi ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que ça contraste Le Pacte des loups parce que c'est un film beaucoup plus doux, il y a beaucoup de lumière, c'est pas forcément il y a quelques scènes peut-être un petit peu violentes pour les personnes un peu sensibles, mais bon, c'est pas tant que ça. Et j'aime beaucoup le côté, scientifique. Alors bon, on est à une époque où on n'a pas les méthodes, les techniques, les outils d'aujourd'hui, mais voilà, on a ce docteur qui essaye de comprendre, vraiment ce qui se passe. Hem Plagiat. Excusez-moi. Ah? Non, Plagiat? je disais plagiat bah, du Pacte des loups, en fait. Simplement. Je Ah! suis pas du tout d'accord, hein. Non, ouais, Je non, suis pas d'accord, enfin, je suis pas d'accord non plus, mais il y a un non. point sur lequel enfin, j'espère que je pourrai y revenir après.
c'est à quel point l'un comme l'autre, par rapport à l'époque et aux méthodes qu'ils ont, ils sont quand même mauvais. Même si, je dois le dire, Rampal est meilleur que Fronsac. Voilà, Rampal, il sauve je pense que ça sauve le film, un peu ce côté, moi, c'est ce qui me sauve le film, outre le fait que je suis folle amoureuse de Pierre depuis, 10 ans. Mais, ouais, ça manque peut-être un peu dans les autres. Bon, après, c'était pas forcément le sujet, dans les autres, mais ça fait plaisir, quoi. C'était un petit peu vraiment, des recherches sur la bête, j'aime bien ça. C'est pas du tout le côté sceptique d'ailleurs, mais pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être un des seuls trucs vraiment intéressants dans le film, quoi. Même la romance entre Pierre et tout, elle est bon, elle est gnangnan. Perso, ce que j'en Puis, pense, c'est que je suis pas amoureux de Pierre Rampal, mais c'est dommage. non, ça marche moins sur moi que sur toi. Quelqu'un d'aussi gentil et tout. Rampal et Fronsac, on est d'accord que c'est pas 2 personnages historiques? Non, c'est vraiment 2 Non, personnages inventés. non, ils ont été inventés, ouais. Il OK, fallait OK. des enquêteurs. Ouais, Ouais, voilà. Il y en avait pas à Oui, bah, l'époque d'ailleurs, hein? celui de 1967 n'avait pas d'enquêteur. Bon, ça le rendait pas meilleur, mais mais là, enfin, bon, pour moi, c'est vrai que j'ai l'impression que il y a un petit côté un peu plagiat, surtout que le film a été fait juste après le Pacte des loups. Donc, je me demande bien pourquoi, mais peut-être que quelqu'un a une réponse. Mais Je sais pas, je sais moi, j'ai pas essayé si de faire des j'ai recherches je là-dessus, j'ai pas réussi à trouver moi. je Pourquoi est-ce que sais pas c'était si fait j'ai une juste après? réponse, mais en tout cas, moi j'aurais C'est ce que j'aurais dit aussi, l'argent. Mais vas-y, Trouski, qu'est-ce que toi tu voulais dire? non, que j'aurais pas vraiment le même avec vous. Autant oui, au niveau réalisation, il est éclaté au sol, le machin, quoi, mais au niveau de l'histoire qui met en jeu et du scénario il y a tellement plusieurs lectures, et il y a tellement plusieurs explications à ce qui se passe, que je le trouve tellement plus riche que le Pacte des loups, qui lui se focalise à fond sur le côté conspi. Ou que l'historique de 67 qui lui se base à fond sur ce qui est histoire et fait avéré. Là, on a plein de scénarios, on a plein de possibilités. Et en fait, justement, l'explication, elle est multiple. Et je trouve ça vachement intéressant, en fait, quoi. Moi, je l'ai trouvé hyper intéressant, celui-là, quoi. Vachement plus, même au niveau de l'histoire, au niveau de ce qu'il raconte, au niveau de ce qu'il met en scène, je l'ai trouvé plus intéressant que les 2 autres. Au niveau de la théorie, je suis d'accord. Au niveau des théories avancées et de l'hypothèse qu'il met en avant, j'ai trouvé très intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que ça, moi, c'est un scénario gâché, en fait, je trouve. Vraiment, c'est du Oui, gâchis, tout en à fait. fait. Ouais, tout à fait. Ça, c'est clair. Il y a un peu plus de moyens là-dedans et t'as un putain de film. Ouais. Bah ouais. Moi, Et ce que toi, je vous Adeline, alors? propose Ah, vas-y, si c'est. moi, ce que je vous propose, pardon, on fait une petite pétition, et puis on demande à Tom Hiddleston s'il veut bien. Parce qu'il est bon, déjà, puis parce qu'il aime bien les cryptides, hein, entre Kong et King Kong. Kong et le serpent de l'Essex, là. Et Pour puis on fait jouer le revenir loup, alors. Cassel aussi. Oui. Eh ben écoute, on va donner les moyens à Si c'est faux pour qu'elle tourne son propre film sur la bête du Gévaudan avec Vincent Cassel, Tom Hiddleston. Et puis. Ça ressemblait aux Avengers, mais version française, ça va être très bizarre comme truc. Mais j'ai hâte de voir ça. Il y aura un parti pris. Non, mais ce serait intéressant. C'est vrai que La Bête est un nouveau film. Il y aurait quelque chose à faire. Ouais, Ah clairement. oui, je pense qu'il y Ah, a des trucs, il y a plein de trucs à faire autour. C'est ce que tu Ah me disais justement, voilà, Adeline. réalisateur hypothétique, si tu nous écoutes, voilà, on est tout à fait disponible et disposé à venir en tant que conseiller sur le film. Moi, je veux bien jouer dedans. Moi, Ouais, j'aime c'est ça, bien exact. aussi. De préférence, Adeline une pour seule envoyer année. Adeline pour envoyer J'ai son envoyé mon CV CV. avec le super clip auquel tu as participé. Oh non, ça suffit. Ah, je veux Pas savoir ici, maintenant, pas ça y ici. est. Ah Non, ça, pas dans on l'émission. parlera de ça hors émission. Et hors émission, je vous parlerai d'un autre truc aussi. Enfin bref, on s'en fout. Bon, ça tease. Et donc, sur coup, toi, Adeline, est-ce que toi, t'es tombé Eh bien. amoureux de pas de Fronsac, mais de. Merde, comment il s'appelle? Rampal. De Rampierre. Alors, Rampal. Vivien, je vais te surprendre. Parce qu'en fait, des 3 films, c'est celui que peut-être je trouve plus intéressant.
dans la complexité des intrigues qu'il amène et des enjeux de l'époque aussi qui sont amenés à l'intérieur du film. Comme disait Trotsky juste à l'instant, il parlait des intrigues secondaires et je trouve qu'elles sont hyper intéressantes. Cissé, elle a parlé aussi de ça. Il y a la science contre les superstitions. Donc on a quand même un personnage de médecin qui est assez sceptique, il n'est pas croyant. On retrouve dans le Pacte des loups. Il est croyant aussi. Non, Si. non. Ah bah si, clairement dans le Pacte des loups. L'enquête, elle est quand même vachement bien menée par Rampal. C'était intelligent, d'après moi, d'amener un personnage de médecin qui va faire le travail d'un médecin légiste et même de la police scientifique sur les scènes de crime. Je trouve ça hyper intéressant. Il revient sur les lieux du crime pour essayer de comprendre. Tout est détaillé. Dans la voix off, on a ces hypothèses. T'as un peu ce qui est amené sur la guerre contre les protestants qui est encore vivace à cette époque-là, catho-protestant. Ouais, c'est hyper intéressant. Le pouvoir de la religion, je trouve que dans ce film, il est très très bien fait. Parce que autant dans le Pacte des loups, t'as ça, mais version un peu secte, société secrète, alors que là, c'est vraiment avec le curé du village, l'évêque, etc. Alors on a une scène d'église on a deux fois des scènes d'église là dans les deux films hein, qui se ressemblent un petit peu d'ailleurs. C'est vrai. C'est normal, ça c'est un respect quand même historique à un épisode majeur un épisode qui a marqué l'affaire de la bête. Moi, en fait, plus tu me cites ça, et plus en fait tout ce que tu dis, Adeline, mais je trouve que c'est déjà dans le Pacte des loups, même si c'est traité autrement. C'est pour ça que je trouve que ce film est je dirais pas un plagiat non plus, parce que ça développe d'autres théories, mais qui à la base reprend beaucoup de trucs qui étaient déjà dans le Pacte des loups. Et quelques années, voire quelques mois après le Pacte des loups, quoi. Je trouve ça assez bizarre. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure si quelqu'un avait des théories sur pourquoi ce film a été fait. Parce que moi, à part surfer sur la vague du Pacte des loups, j'y vois pas vraiment d'intérêt, quoi. Mais bon, il n'y a pas vraiment de ressemblance Ouais, avec les deux films. c'est la RTBF, hein, mec. Parfois, c'est la RTBF, faut pas te poser de questions, quoi. Non, mais je vous trouve dur, quoi. Je sais pas, je trouve ça dur sceptique, le par rapport à ce côté, film. Ouais. Ouais. Je sais pas. Donc sceptique, ne serait-ce que le côté scientifique qui est amené bien mieux et bien plus sérieusement que dans les autres. Oui, après, ça fait pas forcément bon film non plus. Mieux, entre guillemets, mais... C'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire que là, dans ce film, on a à la fois les rivalités des villageois, on est avec eux, on a en même temps ce qui se passe du côté des hommes de pouvoir. Donc je trouve que ce film, il fait un peu le lien entre le film de 67 et le film de 2001, quoi. Il est entre les deux. Il y a Complètement. un peu le cul entre deux chaises, en fait. Mais... Oh Non, je préfère le côté transition plutôt comme Adeline, ouais. Je trouve que ça Transition, ouais. Et du coup, je ne sais pas qui a fait le choix de ces 3 films, mais je trouve qu'ils se complètent vachement bien et je lui tire mon chapeau. Mais en fait, il n'y a pas eu de choix, parce qu'en fait, c'est les 3 seuls films qui existent sur la bête du Gévaudan. C'est vrai. Ah oui, ok. Et aussi, pour finir, ce que je voulais dire sur ce film, Jean-François Stévenin, je trouve qu'il joue vachement bien, à la fois dans le Pacte des loups, mais surtout Jean Chastel. Et il donne une dimension à ce personnage qui est ultra intéressante, cette espèce de rebouteux que les autres appellent sorcier, un peu herboriste, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que il me semble que ce film respecte quand même historiquement le fait que c'est Chastel qui tue la bête. Alors c'est Chastel qui tue le dernier animal après duquel il y a plus d'attaque. Oui. Et c'est ce qui est respecté là aussi. Mais... Et là dans ce film, il devient fou. Mais c'est là, c'est les trucs dans sont le Pacte des loups, faut le extrapolés, savoir que c'est lui. Faut vraiment le savoir. Oui, est c'est vrai, Chastel, c'est vrai. parce que si tu connais pas le personnage historique, en fait, tu regardes le film, et tu sais pas qui c'est. C'est vrai. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion après avoir vu les autres films, j'ai trouvé qu'il était Chastel effectivement dans le Pacte des loups. Et je trouve ça assez intéressant finalement comment elle était traitée aussi. Mais on en reviendra après. Vas-y Adeline, finis, désolé. Mais voilà, ce personnage de Chastel, il est hyper intéressant. Et sur le point de vue de l'acteur, c'est marrant parce que dans le Pacte des loups, il joue un abbé extrémiste. Et là, il passe de l'autre côté en fait. Il fait un ancien pasteur qui est un peu poursuivi par les catholiques extrémistes. Du coup, c'est marrant, non? Vous trouvez pas?
Non, après, c'est les points que je trouve positifs du film, en fait, en vérité, mais qui sont... Bon, après, je me suis déjà exprimé, je vais peut-être pas prendre la parole. Je sais pas, tout le monde a pu s'exprimer sur celui-là ou j'ai oublié quelqu'un? Eiffel, je crois que tu voulais rajouter des trucs sur ce film tout à l'heure. Non, mais je garde pour la partie spoil. Ok, ça marche. Moi, faudra que je spoil de toute façon. Ouais, non, mais je sens bien que ça va être maintenant, enfin, ça va être maintenant le temps de passer à la partie plutôt analyse de cette émission. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rajouter un truc sur la bête du Gévaudan ou pas? Ouais, vas-y, juste un Adil. truc, t'as vu l'heure? Je me dis juste, on a la présentation. Je l'avais dit. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas, ça sera une grande émission. Ok. Très bien. Voilà. Non, mais j'espère juste que vous n'êtes pas fatigué. Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartomanciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font salle comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.